Bienvenue sur le podcast de DevMania. Ce podcast est le troisième d'une série de 6 épisodes qui présentent en détail ce qu'est le métier de développeur. Vous pouvez retrouver les 2 précédents épisodes sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. Ce troisième épisode va vous permettre de découvrir ce dont un développeur a besoin pour développer dans de bonnes conditions. La première chose dont le développeur a besoin est d'un langage de programmation. Cela est la partie simple. En fonction de votre projet, vous allez devoir choisir votre langage, car tous les langages ne sont pas adaptés à ce que vous voulez faire. Certains seront plus adaptés pour faire un logiciel comme le Java ou le C++, et d'autres pour le web comme le JavaScript. Mais de nos jours, il est possible d'utiliser n'importe quel langage pour faire ce que l'on veut. Par exemple, Java est beaucoup utilisé pour faire des serveurs dans les grosses entreprises françaises. Le C++, lui, est utilisé pour les serveurs de jeux vidéo. Et on retrouve aussi des logiciels faits en JavaScript grâce à des outils comme Electron. Et le comble dans tout ça, c'est que vous pourrez utiliser ces langages pour faire du mobile grâce à des bibliothèques et frameworks. D'ailleurs, vous allez avoir besoin de ces bibliothèques et frameworks. Ce sont des morceaux de code que des gens ont pondus et que les développeurs peuvent utiliser via des licences. Ces licences peuvent être gratuites ou payantes. Vous en trouverez avec des licences gratuites telles que Node.js, qui est un framework permettant d'interpréter du JavaScript sur votre ordinateur. Le plus souvent, Node.js est utilisé comme interpréteur pour faire tourner des serveurs. D'autres seront payantes, comme TinyMCE, à partir du moment où vous l'utilisez de façon commerciale. TinyMCE permet d'éditer du HTML directement dans une page HTML. Ce qui rend cette bibliothèque payante est l'expertise sur la sécurité, car en pouvant éditer du HTML dans une page web, il est possible d'y ajouter des failles de sécurité, surtout si le résultat de cette page est enregistré en base de données. D'ailleurs, on peut aussi parler de base de données. On en trouve des payantes, mais aussi des gratuites, et un développeur en a aussi besoin, surtout quand on fait du web. Les plus connues sont celles à base de SQL, et là encore, il y a plusieurs choix, les versions payantes comme celles proposées par Oracle, ou les versions gratuites comme MariaDB. D'ailleurs, que ce soit pour les frameworks, bibliothèques ou les bases de données, il faudra aussi faire un choix sur ce que vous allez utiliser. En effet, vous aurez une multitude de possibilités, et la grosse problématique sera de faire un choix. Pour vous aider dans le choix d'une bibliothèque, il faut se poser quelques questions. Combien de personnes utilisent la bibliothèque ? Plus il y aura de monde, mieux c'est, car c'est un gage de qualité. Est-elle maintenue à jour régulièrement ? Si elle n'est pas maintenue et qu'il y a un bug, il ne sera donc jamais corrigé. Le mieux, c'est d'éviter ce genre de bibliothèque. Les remontées de bugs sont-elles prises en compte ? Si les remontées de bugs ne sont pas prises en compte, évitez de prendre cette bibliothèque car c'est obligé que les bugs vont vous gêner pendant le développement. Par exemple, j'ai eu besoin de générer des PDF dans mon application. J'ai donc choisi une bibliothèque en me posant ces questions. Sauf que j'ai trouvé un bug de boucle infinie. Cela entraîne que l'application se bloque complètement et ne répond plus du tout. J'ai donc reporté le bug sur GitHub, mais il n'a jamais été pris en compte. Pourtant, nous avons tout détaillé dans le report, jusqu'à la ligne à modifier. On a cherché une autre bibliothèque, mais aucune ne convenait, donc on a trouvé une solution de contournement. Mais posez-vous ces 3 questions, elles vont vous permettre d'éliminer un certain nombre de bibliothèques faisant la même chose. Pour les frameworks, vous aurez souvent moins de choix. Par exemple, pour exécuter du JavaScript sur un ordinateur, il n'y a pas 10 000 solutions. Vous devez utiliser Node.js, qui est le seul pour le moment. Car dans pas longtemps, le créateur de Node.js va lancer Deno, car il s'est rendu compte que dans Node.js, il y a plein de défauts. Pour les bases de données, cela dépend de votre besoin. Il y a des bases de données rationnelles, que tout le monde connaît avec SQL, les bases de données réseau, qui se spécialisent dans les connexions entre les données, donc parfait pour faire des réseaux sociaux et gérer facilement les connexions entre les gens, les bases de données objets, qui permettent de stocker toutes les dépendances dans un seul et même objet, donc plus de notion de dépendance pour stocker une liste de choses dans un objet, et les bases de données hiérarchiques, qui sont les premières bases de données créées, où chaque enregistrement dépend d'un seul autre enregistrement. À vous de choisir ce dont vous avez besoin. Il existe plusieurs types de langages, dont les langages interprétés, souvent appelés scripts, et les langages compilés. Les langages interprétés sont assez nombreux. On compte parmi eux le Java, le JavaScript, le Python et bien d'autres. Ces langages sont interprétés, ce qui veut dire qu'ils sont lus sans modification par un programme et exécutés. En général, ils sont multiplateformes et peuvent être exécutés sur des systèmes d'exploitation différents, comme Linux, Windows ou Mac, à partir du moment qu'il y a un interpréteur disponible sur cette plateforme.
Par exemple, Node.js permet d'interpréter du JavaScript sur n'importe quelle plateforme car il est disponible sur les 3 systèmes d'exploitation. Les langages compilés comme le C et C++, eux, seront directement exécutés par votre système d'exploitation. Il n'y aura pas besoin de passer par un interpréteur. Cependant, il faut transformer ce code en langage machine pour que votre OS comprenne. C'est ce que l'on appelle la compilation. Donc dès lors que vous voulez faire une modification dans votre code, vous devez compiler et ensuite exécuter votre code. Dans les 2 cas, vous allez devoir maîtriser les outils qui permettent soit d'interpréter votre code, soit de le compiler. Sans oublier les outils de débugage. Ils seront directement liés au compilateur ou à l'outil d'interprétation. Ils vont vous permettre d'exécuter chaque ligne une à une afin de débusquer et comprendre vos bugs. Souvent, vous trouverez ces outils dans les éditeurs de code, c'est-à-dire le logiciel où vous allez écrire vos lignes de code, tout comme vous le ferez avec Word si vous étiez un écrivain. Ces éditeurs seront vraiment utiles. Ils vous permettront de coder plus vite et plus efficacement à partir du moment où vous saurez l'utiliser. Beaucoup de mes connaissances aiment utiliser Vim, un éditeur de code qui s'exécute dans la console. Quand je les écoute, j'ai l'impression que cet éditeur est le must du must. Par contre, la courbe d'apprentissage est très longue pour maîtriser cet outil. Personnellement, je n'ai pas eu le courage d'apprendre à l'utiliser. Et après plusieurs essais de différents éditeurs, mon choix s'est porté sur Visual Studio Code. Cet éditeur est relativement simple d'utilisation, il est nativement compatible avec Node.js, et si vous voulez utiliser un autre langage, vous pouvez utiliser des extensions. Et grâce à ces extensions, vous pouvez aussi y intégrer votre gestionnaire de version. Parlons-en des gestionnaires de version, ils sont indispensables pour gérer votre code. Lorsque vous développez et que vous avez un bug, celui-ci vous permettra de retrouver votre code avant que vous ayez créé ce bug. De même, lorsque vous livrez une application à un client, si cette livraison contient un bug, il sera possible de retrouver avec votre gestionnaire de version la dernière chose que vous avez livrée pour le remettre en place le temps de corriger le bug. Cet outil vous permettra aussi de travailler sans casser votre code. Je m'explique. Ces gestionnaires fonctionnent avec des branches. En général, vous allez livrer ce qu'il y a dans la branche master, qui est le tronc de votre projet. Lorsque vous faites des ajouts de fonctionnalités, vous allez créer une branche qui contient la même chose que master. Quand votre développement est terminé sur la fonctionnalité, vous allez tester dans votre branche et si c'est bon, vous allez mettre son contenu dans le master. Pourquoi on ne travaille pas directement dans le master ? Car si finalement vous abandonnez l'idée de faire la fonctionnalité, vous avez juste à supprimer la branche pour retourner à l'état initial. Mais aussi pour éviter que les personnes sur le même projet aient des conflits dans ce qu'ils développent. Donc maîtriser cet outil est essentiel. De plus, ces outils permettent de travailler de façon agile. Les méthodes agiles sont souvent utilisées en développement informatique. Car lorsque l'on développe pour un client, il est souvent difficile de connaître toutes les fonctionnalités avant que l'on développe. C'est ici qu'interviennent les méthodes agiles, en fixant des objectifs sur des courtes durées. Par exemple, dans mon travail actuel, on prévoit ce que l'on appelle des sprints, c'est-à-dire des sessions de travail de 3 semaines avec des objectifs définis. Une fois terminé, on prévoit un autre sprint et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet. Lors de chaque planification de sprint, l'équipe est réunie avec le client pour définir les prochains objectifs. Si des objectifs n'ont pas été finis dans la session de travail, on les ajoute dans le sprint que l'on prépare. On profite aussi de ce moment pour faire une démo de l'application au client. Cela permet au client de visualiser l'avancée du projet, mais aussi d'avoir une vision plus claire sur ce qu'il veut. Plusieurs fois, mon client s'est aperçu qu'une fonctionnalité n'était pas ce qu'il voulait, et que lors de ces réunions, nous avons pu redéfinir la fonctionnalité. Les méthodes agiles permettent d'avoir énormément de souplesse sur un projet, car il y a toujours des imprévus dans un projet, qu'ils soient informatiques ou pas. Lors d'un stage pendant mes études, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il y ait un incendie dans mon garage. Cela a remis beaucoup de choses en question, notamment l'endroit où j'allais vivre pendant les travaux de rénovation. Ce sont des choses que l'on ne peut pas prévoir. En développement, c'est un peu la même chose. Il suffit qu'une personne de l'équipe soit malade pendant une semaine pour que cela provoque du retard. Les méthodes agiles permettent plus ou moins de rattraper ce retard, car avec cette méthode, rien n'est défini et le client peut ajuster le projet en fonction de ce qui se passe. Malgré tous ces avantages, il y a quand même quelques défauts dans ces méthodes, notamment au niveau du budget, car avec la flexibilité, pour l'ajout de fonctionnalités non prévues ou modification de fonctionnalités, il faudra faire des choix. Le choix le plus important est de savoir si on fait toutes les fonctionnalités prévues avec augmentation du budget, ou alors on se tient au budget avec pour risque qu'il manque des fonctionnalités. De plus, cela engendre aussi beaucoup de réunions pour planifier les sprints, donc il y aura forcément une perte de temps sur les développements. Sachez qu'il existe plusieurs méthodes agiles, dont la plus connue est Scrum. Si vous vous intéressez à celle-ci, vous trouverez les principes dont je vous ai parlé.
Mais si je devais donner un seul mot pour définir toutes ces méthodes, ce serait souplesse. Ce podcast arrive à sa fin. Vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît. Cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt sur un autre podcast.